Alors maintenant, on va voir une étude de cas, donc la manière dont une association prend conscience de la valeur de ses archives et donc les verse aux archives départementales. Donc, c'est Renaud de Belfond qui va nous présenter donc la manière dont les archives de France Nature Environnement Hautes-Pyrénées ont été versées aux archives départementales des Hautes-Pyrénées. Je pense que c'est pas... Je pense que c'est nécessaire. On va prendre donc à la suite de cette intervention. On aura une petite pause de 10 minutes et on reprendra donc avec les 3 dernières interventions. Je te le mets, tu peux commencer. Olivier, c'est comment? Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Merci à Steve en particulier. Voilà. Ben oui, moi je vais vous parler de tout à fait autre chose et ça, on va redescendre à un niveau beaucoup plus local, départemental. Et ben, ça a débuté essentiellement par des histoires de personnes. Je suis désolé de vous décevoir à l'appeler, mais ni FNE national, ni ne nous ont dit qu'on pouvait on n'a pas eu de communication descendante de ce côté-là, je vous le dis. Jamais. Et je pense quand même que je suis présidente de FNE depuis une petite dizaine d'années, donc je pense que j'aurais vu. Voilà. Et c'est d'abord des rencontres vraiment de personnes, puisque c'est quand même une rencontre avec le directeur actuel des archives, François Justiniani, du département des Hautes-Pyrénées, et Michel Joffre, qui est le créateur de FNE 65, qui s'appelait Huminat 65. Mais c'est une rencontre qui n'est pas passée directement par eux, qui est passée à travers le biais de Jean-François Lenaille, qui était l'archiviste précédent, qui était archiviste de 1976 à 2005, juste avant que François Justiniani arrive, et qui participait à l'association Mon Perdu Patrimoine Mondial, et qui a notamment participé en 2000 à cet ouvrage, 13 Serrols, Mon Perdu, Mémoire d'avenir, qui a été édité par l'association Mon Perdu Patrimoine Mondial. Il a fait toute la partie historique de l'ouvrage, Jean-François Lenaille. Et donc, il était effectivement en contact avec les gens de l'association, dont d'abord le créateur de l'association, qui n'est autre que mon père, Patrice de Belfond, mais aussi Michel Joffre, qui est donc le créateur de FNE 65. Et je le citerai aussi parce que c'est important pour après, Guillaume Latrubès, qui a été conseiller régional vert la mandature précédente, je pense. Voilà. Et c'est vraiment à partir de ça que ça s'est créé, que le lien s'est fait. Et c'est déjà à ce moment-là que Michel Joffre a commencé à nous parler un peu en interne. Effectivement, qu'est-ce qu'il allait faire des archives qu'il avait et des choses comme ça. C'est à ce moment-là qu'il nous en a parlé. Après, moi, donc, je vous dis, je suis à FNE 65 depuis les années 2000 à peu près. Et donc, j'ai quand même fait un doctorat d'histoire sur l'histoire des guides de montagne. Donc déjà, qu'il y avait des liens aussi avec ce qui peut être environnement. Et c'est sûr que le fait que je sois présent dans la structure a facilité la question et a permis de répondre à certaines questions. On a décidé effectivement de faire le versement vers 2018. Voilà. Bon, après, il y a beaucoup de circonstances, dont celles que vous imaginez, entre autres les 2 années Covid qui n'ont pas facilité l'accélération des choses. Mais je pense que la décision, elle était déjà prise à ce moment-là. FNE 65 a été créée en quelle année? Je compte y venir après, mais je vous dis, elle a été créée en 1985. Alors effectivement, il se posait quand même pas mal de questions, Michel Joffre, avec notamment qu'est-ce qu'on peut faire de ces archives et qui sait qui va pouvoir les consulter. Est-ce que, je crois que je ne reprends pas très mot à mot ce qu'il disait, hein. Est-ce qu'on y aura encore accès, nous, FNE, aux archives?
Est-ce qu'on ne va pas faire disparaître des documents, des archives? Non, mais ces questions se sont posées réellement. Hein. Est-ce qu'on peut interdire la consultation à certaines personnes? Ça aussi, notamment, on est dans des histoires aussi personnelles sur un département, et se dire, est-ce que le président du département, on pourrait lui interdire d'aller consulter tant qu'il ne donne pas les siennes, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des documents sensibles qui nomment des personnes encore vivantes? Est-ce qu'on peut restreindre l'accès? Voilà. C'est parmi un certain nombre de questions qui se posaient pour l'association et pour la personne qui détenait de fait les archives de l'association. Donc, on a répondu globalement à ces questions et entre autres, ça se voit avec dans la convention de dépôt. C'est une convention assez classique. Je ne pensais pas que c'était ça qui arrivait là. Ce n'est pas grave. Et on a pu… bon, Michel Georges, je sais qu'il a expurgé certains documents, mais on a pu faire une liste des documents qui ne pouvaient pas être consultables. Là, voilà. Enfin, consultables sans l'accord de FNE 65. Hein, donc, notamment, essentiellement, les documents qui ont des caractères juridiques, ce qui est assez facile. Alors, je vais quand même rappeler un peu qui était Michel Joffre, je parle depuis un petit moment. Donc, Michel Joffre, il est à l'origine un ingénieur plutôt des systèmes, hein, voilà, c'est sa formation. Il a travaillé longtemps dans la sécurité nucléaire et il est le créateur de l'association, alors qui ne s'appelait pas FNE à l'origine, mais qui s'appelait Union Midi-Pyrénées Nature Haute-Pyrénées, connue donc sous le nom du MINAT 65. Et ça, c'était en 1985. Je crois que j'ai même… non, je n'ai pas le… C'était en 1985. On a toujours le journal officiel avec le dépôt de l'association. Il avait, outre son activité professionnelle, il a eu une activité professionnelle notamment sur la région Midi-Pyrénées, aussi après avoir été chargé de sécurité nucléaire, du travail d'ingénieur en électronique, des choses comme ça. Il a quand même participé à beaucoup de choses, donc notamment il a participé à la création de FNE Midi-Pyrénées en 1974. Il a été conseiller régional Les Verts de Midi-Pyrénées en 1992. Donc, du coup, de ce fait-là, il a siégé à plusieurs instances régionales. C'est quand même important parce que je pense qu'on le recroise après dans les archives, tout ça. Il a participé en tant que FNE ou à titre privé à la création de plusieurs GFA agricoles qui sont toujours en vie. Il a participé à la création du CIAP, c'est le comité interassociatif à la création de le comité interassociatif à la protection des Pyrénées à travers des associations interrégionales ou transpyrénéennes, donc qui n'a pas été dissous, mais qui ne vit plus réellement aujourd'hui. Et je pense qu'il pourrait y avoir des archives intéressantes là aussi. Il a participé aussi à la Fédération nationale des biocopes, à la création de Récup Action 65, donc, qui est une structure qui aujourd'hui fonctionne toujours sur le département et qui fait de la récupération de déchets, enfin de recyclables. Et il a été aussi à la création, enfin, dans les gens qui ont permis de transformer Euromontana en association en 1996, dont il regrette aujourd'hui, mais voilà, ce qu'elle serait devenue et le fait qu'il n'y ait plus de membres associatifs au sein d'Euromontana, parce que je suis allé vérifier, je vous dirais. Voilà. Et il a été aussi au réseau montagne de FNE national. Donc, déjà avec ça, on voit un peu quelle peut être la diversité des archives. Et son rôle sur FNE 65 a été important pendant 40 ans. Il avait donc, sur FNE 65, il s'occupait effectivement de FNE 65, mais il avait en plus créé un certain nombre d'associations qui faisaient le noyau de FNE 65. Je vais vous en citer plusieurs. Il avait créé Écologie Bigorre, le Conservatoire du patrimoine naturel des Hautes-Pyrénées, Nature et Vie Bigorre, Tarbes Écologie. De toutes ces associations, la plupart n'existent plus aujourd'hui, à l'exception de Tarbes Écologie, qui a suivi l'évolution des découpages administratifs qui existent encore et qui aujourd'hui s'appelle Tarbes Lourdes Pyrénées Environnement, qui s'est adapté au découpage en agglomération de l'agglomération Tarbes Lourdes. Voilà.
Et surtout, il faut penser que FNE 65 regroupe essentiellement des associations de protection de la nature qui sont très locales, qui se créent au moment où il y a un problème sur un territoire. Voilà, on va vous créer là une décharge, ici une station de ski où on veut l'agrandir. Là, il y a un émoi, donc il y a une association qui se crée et quelques années après, ces associations disparaissent. Du coup, le noyau dur et la continuité, elle est assurée sur le département par l'association FNE 65. Je pourrais citer un cas, c'est le cas, je pense, en particulier à l'association Réfléchir, Proposer, Agir pour le Louron, qui est donc une vallée des Pyrénées, qui existe toujours, elle, qui a été créée au moment du projet de ligne haute tension entre la France et l'Espagne, qui devait passer dans le Louron, et qui a dû compter plusieurs centaines de membres à ce moment-là. Aujourd'hui, elle vivote avec une vingtaine ou 25 membres. Donc, on a cette continuité qui peut être assurée que par nous. Donc, de fait, FNE 65, c'est depuis 40 ans, c'est autour de Michel Joffre que ça existe. Je peux témoigner pour y être depuis 2000, y être rentré plus d'ailleurs, non pas pour FNE, mais à l'époque, je travaillais pour la Confédération paysanne. Et ça permettait, en me faisant rentrer FNE, d'avoir un autre siège qui était proche de la Confédération paysanne, commission départementale, organisation de l'agriculture. Donc, c'était des jeux comme ça. Que, effectivement, sans Michel Joffre et même les présidents qui avaient à cette époque-là, le président ou présidente d'ailleurs, souvent étaient drivés derrière par Michel Joffre quand il n'était pas président, quand il n'était pas trésorier. Parce que, voilà. Et il est resté dans l'association, il est resté administrateur jusqu'en 2021. Il a fallu qu'il ait des problèmes de santé récemment pour qu'il arrête d'être administrateur. Donc, on a une grande continuité avec lui. Alors, sur le fonds d'archives lui-même, vous verrez que c'est d'après Cédric Bourrouet, qui aux archives départementales s'occupe vraiment en pratique du versement qu'on est en train de faire, puisqu'il n'est pas complètement effectif. C'est un fonds d'archives important, puisqu'il y a 300 boîtes d'archives, qui correspond à 32 mètres linéaires. Donc, ce n'est pas négligeable. Je vais vous montrer quelques photos du fonds d'archives, tel qu'il est encore aujourd'hui chez Michel Joffre. Donc, effectivement, dans les bureaux. Voilà. Alors, bien rangé. Et vous avez vu, en début, il y avait la photo dans le grenier avec une belle poutre. Alors, ce que vous voyez sur les tranches, ça correspond à ce que vous retrouvez dans l'inventaire qu'a fait Michel Joffre ici. La ligne la colonne de gauche, la 82-83, c'est les numéros de Michel Joffre. Et ça correspond à ce qu'il y a dedans. On a à peu près une quarantaine d'années d'archives, et même un peu plus, parce que sur le carton Néouviel que je ne vous ai pas présenté là, il est annoncé 1957-2012. Donc, il va y avoir quelques documents qui correspondent à des périodes plus anciennes que FNE. Et sur les questions de l'eau, on arrive jusqu'à la documentation jusqu'à 2021. Alors, d'après Cédric Brouet, l'essentiel des archives devrait être conservé après recollement. Voilà. Parce qu'effectivement, il a travaillé il a préparé le transfert, il a travaillé à ça. Et même si ça peut faire doublon avec autre chose, c'est quand même intéressant de tout garder. Moi, je vais vous faire un peu l'intérêt qu'on peut avoir dans ces archives rapidement. Je vais vous dire à peu près ce qu'il y a. Donc, le plus gros des archives, ça concerne, parce que du coup, ça retransmet aussi ce qu'est l'activité de l'association, malgré tout. Ça concerne l'eau et tous ses usages. Il y a au moins une trentaine de dossiers qui correspondent à ça. Alors, en particulier, les questions agricoles, avec plusieurs références concernant la création des retenues destinées à l'irrigation. Ce n'est pas très original. Pas que sur le 65, puisqu'on a des dossiers qui concernent le projet de Charlas qui était en le 31, c'était limitrophe. On a aussi des documents qui concernent Sivens. À côté de ces questions agricoles, l'autre gros question, c'est tous les usages qui sont liés aux questions d'hydroélectricité et en particulier tout ce qui est microcentrale.
Donc là, ça correspond à ça. Après, les Hautes-Pyrénées sont un département de montagne et vous avez le deuxième gros ensemble, c'est quelque chose sur la montagne et ses aménagements, des dossiers sur les unités touristiques nouvelles, donc, sur l'aménagement des stations de ski. Et là aussi, il y a une trentaine de boîtes archives sur ces dossiers. En particulier, je voudrais quand même citer une dizaine de boîtes archives sur les projets de ligne de THT entre le Luron et l'Espagne, France-Espagne. Voilà. Et après, il faudrait effectivement y ajouter à ces dossiers probablement tout ce qui concerne les contentieux qui peuvent tourner autour de ça, parce qu'on a eu pas mal de contentieux dans l'histoire de FNE 65 autour de ça. Il faut penser que FNE 65 est plutôt connu des élus par les contentieux qu'elle entraîne que de la population locale. Et notamment des dossiers aussi concernant le SIAP, concernant aussi la communauté de travail des Pyrénées, il y a un dossier consacré à la communauté de travail des Pyrénées. Donc ça, je pense que c'est lié à son activité d'élu régional. La part associative aussi de l'association, elle est moins pauvre que ne pense, à mon avis, hein, elle est moins pauvre que ce que ne pense Cédric Proé et tout ça, parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement des dossiers qui concernent l'UMINAT Pyrénées 65 et des actions de l'UMINAT. Il y a des dossiers qui concernent le SIAP, et ça, c'est vraiment la vie de l'association, puisque le SIAP est une création interassociative. Et il y a des dossiers sur Écologie Bigorre, qui était une des associations qui avait été créée par Michel Joffre. Il y a des dossiers de comptabilité aussi associative. Il y a des dossiers sur les associations membres et sur le COPRAE, qui était le Conseil permanent régional des associations de défense de l'environnement. Moi, je l'ai connu, mais je crois que j'ai dû le connaître dans les dernières années où il fonctionnait. Après, vous trouverez des dossiers concernant l'urbanisme, les sites classés, les carrières, les mines, les déchets, la biodiversité, enfin tout ce qui fait la vie de l'association très, très logiquement. Et on pourra y rajouter aussi les liens avec les dossiers en lien avec nos participations dans les commissions départementales, que ce soit les sites, Coderst, des choses comme ça. Donc là, on va avoir effectivement des doublons entre les documents qu'on reçoit, annotés ou pas par les gens, ce qui peut être intéressant, et les documents de l'administration. Alors, cette documentation, elle est effectivement faite essentiellement de rapports, extraits de presse, comptes rendus de réunions et de fascicules, mais il y a aussi effectivement toutes nos notes. Vous y trouverez aussi un certain nombre des procédures, parce qu'elles n'y sont pas toutes. Pour avoir regardé ce qu'il y avait, moi je connais des procédures que je n'ai pas retrouvées là-dedans, dans les documents tels qu'ils sont présentés. Donc, effectivement, vous retrouverez aussi un certain nombre de procédures que nous avons suivies et qui ont fait connaître FNE localement. Alors, cet inventaire qui a été réalisé, nous, on savait au sein de FNE que Michel Joffre avait ça. On l'utilisait, des fois, on lui demandait de nous passer quelque chose, mais personne ne connaissait le document tel que vous l'avez là. C'est l'inventaire. Là, je vous en ai tiré 2 pages, il y en a 40 pages, c'est dans les autres annexes que j'ai là. On ne l'avait pas vu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, avec ça qui a pu être diffusé, c'est même par rapport à l'association, aux gens qui administrent l'association. Ils ont effectivement un document où ils peuvent aller rechercher autre chose derrière. Avant, c'était Michel, est-ce que tu as quelque chose ou pas? Là, c'est attends, hop, on peut aller le rechercher. Mais ce fonds d'archives, il n'était pas un fonds d'archives qui était mort, puisqu'il a quand même servi à des projets de recherche. Alors bon, Michel Joffre a régulièrement des étudiants qui viennent sur des projets, enfin régulièrement, ou irrégulièrement, mais ça arrive. Mais il y a eu au moins 4 projets de doctorat, dont 3 qui ont abouti, qui ont utilisé ces archives. Alors, il y en a eu un en 1994 d'Emmanuel Dorlot, ou le Dorlot. Voilà. Donc, qui est pour une approche géographique de la gestion des déchets ménagers, les rapports État-collectivité locale dans les Hautes-Pyrénées, qui a été présenté en 1998 à la Sorbonne. Et il y a un courrier d'Emmanuel Dorlot à Michel Joffre, donc juste à côté, où elle le remercie de l'avoir accueilli, d'avoir répondu à mes questions à propos de la gestion des déchets ménagers dans les Hautes-Pyrénées. Sujet de ma thèse de doctorat en géographie et de vos encouragements. J'ai le plaisir de vous annoncer que suite à la soutenance du 25 juin 1998, à laquelle j'ai regretté que vous ne puissiez venir, j'ai obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury à l'unanimité.
Donc ça, après, il y a eu un autre projet qui a été fait par deux thèses, qui a abouti. C'est la thèse de Farid Benamou sur les grands prédateurs, donc crier au loup pour avoir eu la peau de... Crier au loup pour avoir la peau de l'ours, une géopolitique locale de l'environnement à travers la gestion et la conservation des grands prédateurs en France. Et donc, Farid est venu consulter les archives de Michel Joffre en rapport avec l'ours. Voilà, j'ai aussi coécrit un article avec Farid, donc c'est pour ça que j'étais étonné de découvrir qu'il était venu. Voilà. En 2012, il y a Magali Zimmer du laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique du Conservatoire national des arts et métiers qui a consulté les archives pour les dossiers liés au label Biocorp. Mais sa thèse, elle a présenté son travail en 2016 qui s'est orienté plus sur les AMAP et artisans du monde. Donc, le titre de la thèse, c'était Mouvements sociaux et économie solidaire, penser le mouvement social à travers la consommation. Et le dernier en date, enfin, c'est une étudiante américaine qui est venue, Viviane Meunier-Rubel, qui a consulté nos archives pour un travail sur le droit international. Donc, vous avez là, qui a reçu un prix. Ce livre est la thèse de l'autrice qui a reçu le prix Yale Law School Ambrose Guérini pour le meilleur document édité en 2018 dans le cadre de la législation internationale. Et dans sa thèse, il y a un chapitre qui est consacré à l'interconnexion France-Espagne 1985-2015, donc ces fameux dossiers qui concernent la THT entre la France et l'Espagne qui devait passer par le Bourg. Et la thèse a été publiée en 2022, si je ne me trompe pas. Donc, en plus, c'est dans nos archives, puisqu'on en a un exemple. Bah, ces quelques exemples, c'est juste pour montrer l'intérêt potentiel des archives pour la recherche et les questions environnementales, et plus largement pour l'écologie et la société. Il faut penser que sur les archives du département, il y a déjà des fonds anciens qui traitent de l'environnement. Je pense notamment au fonds privé de Le Bon Didier, où il y a beaucoup de choses, qui a été le créateur du musée Pyrénéen, où il y a beaucoup de choses sur l'environnement, avec même des projets de lacs au Marboré, des choses comme ça. Mais aussi, depuis que François Giustiniani est arrivé, il y a quand même tout un projet de récupération d'archives privées. Voilà, ils ont récupéré déjà les archives du Parc national des Pyrénées. Et c'est en cours, il y a les archives du Centre permanent d'initiation à l'environnement de Bagnères de Bigorre qui doivent être récupérées, ainsi que les archives de randonnée pyrénéenne où il y a des contacts, et des archives privées. Donc, effectivement, des archives privées qui concernent les archives de perdu patrimoine mondial, que ce soit Patrice de Belfond ou Michel Joffre, puisqu'il a aussi des archives privées qu'il va donner, qui ne dépendent pas de FNE 65, les archives privées de Guillaume Lacruvès. Tout ça, ça fait un ensemble d'archives qui ont un rapport avec l'environnement sur le département qui n'est pas négligeable, à mon avis. Voilà. Et en conclusion, c'est vrai que je pense qu'on va continuer à verser des archives, et le projet de verser des archives, puisqu'on en a parlé de manière informatique, est en cours, et c'est évident, surtout que maintenant, on ne fonctionne plus qu'avec ça. On n'a quasi plus d'archives papier. Ça, c'est une chose. Voir effectivement si des collectifs ou des associations membres ou même qui sont en train de disparaître peuvent donner les quelques archives qu'elles ont, ça pourrait être bien. Et honnêtement, j'espère que, pour en avoir parlé avec François Giustiniani, que quand il y aura le nouveau bâtiment des archives avec une salle d'exposition, on arrivera à faire une exposition autour des archives environnementales du département. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce récit qui nous montre bien donc, quand même l'importance de sensibiliser les acteurs quand ils ne le sont pas nativement. Est-ce que vous avez des questions à poser sur cette intervention? Oui, Patrick Legrand. J'avais pris comme cas pour l'autopsie. Moi, j'ai beaucoup aimé enfin vous remettre ce que j'avais à disposition. C'était une partie de ma vie.
comme ça que ça se dit aussi. Bon, au fond, il y a un bravo. Au fond, c'est quand on environnement national, ça marche. Michel Joff, qui est tout de même un personnage, c'est tout de même un personnage. Et dans votre intervention, il y a un truc qui m'a tout de même un peu gêné, c'est le terme expurger ces archives. Si moi je me suis donné, au contraire, si on veut que l'autopsie qui se fera tôt ou tard de nos difficultés, de vos combats, j'ai pas envie de les expurger. Vous voyez, tout est franchement dit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai retenu tous les effets d'Éric, y compris les effets d'Éric de cabinet, bien sûrement du sang et des neurones sur les murs, etc. Donc, c'est une question un peu fondamentale. Les archives que vous touchez, on vous les expurgez, ou on vous les expurge, c'est un peu gênant. Voilà. Ça me gêne, moi. Mais on peut faire vraiment le tout, c'est en tout cas lié à une démarche d'archives, parce que sinon, c'est l'histoire qui disparaît. Ouais, moi aussi ça me gêne, honnêtement, j'aurais bien aimé qu'il les donne comme ça. Mais bon, après, je sais qu'il l'a regardé dans ses cartons et qu'il a dit non, ça c'est trop privé, ça c'est tout ça. Alors peut-être que ça va passer dans d'autres cartons, j'en sais rien, ça par contre. Est-ce qu'il les a mis dans des archives plus privées parce qu'il verse aussi des archives privées en même temps? Et ça, je ne connais pas. Voilà. Mais je sais qu'il a regardé ailleurs, donc j'ai pris le terme un peu fort d'expurger, mais voilà. Mais je sais qu'il a regardé. Mais je sais aussi, puisque mon père a aussi versé des archives, que ça a été aussi regardé que voilà. Non, ça ne va pas les intéresser. Au moment, moi, je n'interviens plus. Hein. Je suis clair. Voilà. Oui, non, mais on est bien d'accord. Mais on ne peut pas faire autrement que qu'avec ce que font les gens. C'est la question du tri et de l'élimination selon des critères archivistiques qui ne sont pas toujours ceux des producteurs d'archives. Oui, pour apporter une petite précision justement par rapport aussi à la question des éliminations. Alors pour ce qui est des archives publiques, là c'est vrai que c'est différent parce que tout est très cadré, on a des tableaux de gestion, des process qu'il faut conserver, ce qu'il faut détruire, en bout de combien de temps. Pour les archives privées, là c'est vrai que c'est aussi en fonction du donateur, puisque étant donné qu'il n'a pas d'obligation à donner ses archives, donc lui il peut aussi décider de ce qu'il donne. Et puis, dans les centres d'archives, après, nous, on peut aussi, forcément, on donne notre avis. Et il y a des choses qu'on n'est pas amené à conserver, parce que ce n'est pas forcément notre mission. Donc, tout ce qui est, par exemple, documentation, c'est vrai qu'on la garde que dans des cas très précis. Mais sinon, ça peut aller dans d'autres types de structures. Donc, on peut demander aussi avec l'accord du donateur à soit détruire, soit réorienter une partie du fonds. Donc là, il y a un travail quand même un peu plus qui est fait de façon plus étroite avec le donateur. Et aux archives nationales, vous précisez qu'on ne détruit rien sans demander à la personne qui a publié. Et typiquement, ce qu'on propose de retirer, c'est souvent il y a des photos de famille qui sont liées aux documents, des choses comme ça. Comme ça, on propose de le restituer à la famille, puisque ça n'a pas forcément de fonction. Oui, aux archives départementales, c'est pareil. S'il y a des choses qui vont sortir, on sera au courant. Mais c'est vrai que l'expurgation, je comprends un petit peu une personnalité, peut-être liée à la communicabilité du document. Et là, le code du patrimoine est clair là-dessus, c'est-à-dire qu'on peut très bien verrouiller. Et très souvent dans la convention, dans la lettre de don, avec l'accord entre le service historique et l'association de la personnalité, il sera mentionné certaines informations. Alors c'est vrai pour les contentieux, voilà. Je sais que quand FNE a fait les dons des archives, il y a une partie qui était contentieux par rapport aux chasseurs, qui était un dossier, et nous on l'a mentionné aussitôt, quoi. Et donc il y avait un délai de communicabilité. Et c'est peut-être à ce niveau-là que l'argumentaire peut devenir intéressant. Et je comprends que la personne réagisse comme ça, parce qu'il y a toujours cette problématique en disant voilà, ce document, je simplifie, c'est sensible, quelles que soient les raisons, et je n'aimerais pas que ça aille dans n'importe quelle main. Voilà. Mais le mieux, c'est de pas. Enfin,
c'est facile de le dire. Le mieux, c'est de ne pas l'expurger, c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'on ait tout jus et qu'après, on mette, en accord avec l'association de personnalité, les délais de communicabilité, ce qui va permettre de ne pas avoir trop de pertes. C'est un petit peu théorique, mais ça marche assez bien. Parce que sinon, si on n'a pas cet argumentaire-là, ça va être plus compliqué. Enfin, je sais un peu mon point de vue. Non, mais je pense que c'est quand même ce qui s'est passé globalement. Hein, voilà. Je crois que c'est plus, quand j'ai dit expurger, je crois que c'est plus de la réorientation entre ces archives privées qu'il a voulu faire et les archives FNE, bien que quand on regarde, effectivement, il y a des choses, ça pourrait être des archives privées, parce que je pense que tout ce qui est à Commission de travail des Pyrénées, ce n'est pas lié à FNE 65, c'est sûr pour moi, mais c'est lié soit à FNE Midi-Pyrénées, ce qu'il y a été pour FNE Midi-Pyrénées, j'en sais rien, mais je pense que c'est surtout lié en tant que conseiller régional, quand il était conseiller régional vert à la région. Mais bon, c'est dedans, c'est très bien. Bien, merci. Nous allons faire une petite pause d'une dizaine de minutes. Donc, on reprend à 16h13, sans doute 16h15. À tout de suite.